nous allons nous livrer à un exercice assez difficile qui consiste à parler du langage cinématographique sans images, uniquement avec une voix, essayant de parler d'un langage nouveau. Le cinéma est apparu dans le domaine de l'expression tout à fait à la fin du XIXe siècle, sous forme, comme chacun sait d'abord, de cinéma muet, qui n'avait aucun pouvoir d'enregistrer des sons ou d'enregistrer des dialogues. Donc une série d'images qui se succédaient. Et pendant très longtemps, on peut dire pendant presque 10 ans, cette nouvelle technique, car il s'agissait bien d'une technique, n'a pas compris ou n'a pas voulu voir qu'elle était en train d'inventer un langage. Pourquoi ? Parce que cela consistait tout simplement au début à planter une caméra fixe qui avait une longueur de pellicule déterminée, un certain nombre de magasins qui ne faisaient que quelques minutes et qu'il fallait changer chaque fois, et qui ne bougeaient pas. Donc, il s'agissait ni plus ni moins d'un nouveau moyen d'enregistrer le théâtre. C'est-à-dire que les acteurs étaient sur une scène, ils entraient à droite, à gauche, sortaient dans le fond, et la caméra ne bougeait pas et enregistrait tout simplement ce qu'elle voyait. C'était comme si un spectateur avait été doué d'un sens particulier pour enregistrer, photographier en mouvement les actions qui se passaient devant lui. Je dis en mouvement parce qu'il faut d'abord comprendre que le cinéma est une illusion. Tout repose sur le sentiment du mouvement, c'est le sens même en grec du mot ciné, cinéma, alors qu'en réalité, une pellicule de cinéma est constituée d'images immobiles. Quand on tient cette pellicule entre ses mains, on voit bien qu'il s'agit d'images immobiles, et ce n'est qu'en les projetant selon certains rythmes qu'on a l'illusion d'un mouvement, cette illusion naissant d'un rapport entre ces images immobiles et notre perception oculaire, par un processus très mystérieux et d'ailleurs encore discuté. On ne sait pas très bien comment cela se passe. On a cru pendant longtemps qu'il s'agissait de ce qu'on appelait la persistance rétinienne. Ce phénomène est aujourd'hui mis en question. Donc il s'agit d'une illusion. Et cette illusion, pendant très longtemps, a été perçue comme une nouveauté technique, comme une invention qui permettait à notre œil, au rythme d'un certain nombre d'images à la seconde, de revoir une action en mouvement qui avait été préalablement filmée. Certain nombre d'images à la seconde, aujourd'hui, c'est 24 images à la seconde qui rendent compte à peu près de la normalité d'un mouvement. C'est-à-dire que quand un film est filmé et projeté à 24 images secondes, nous avons l'impression que l'action que nous voyons se déroule au même rythme que si nous l'accomplissions nous-mêmes. C'est qu'il n'est pas tout à fait exact. Ça ne se situe pas exactement à 24 images secondes, mais un tout petit peu plus. Quand on filme moins d'images, quand on filme par exemple 19 ou 20 images à la seconde, nous avons un mouvement imparfait, c'est-à-dire il manque des images, et qui nous apparaît plus rapide. C'est ce qu'on appelle l'accéléré au cinéma. Et la plupart des films tournés avant les années 1925 étaient tournés à moins d'images à la seconde que 24, et donc nous apparaissent avec ce mouvement saccadé qui paraît faire bouger les personnages, aussi bien quand il s'agit de documentaire que de fiction, à un rythme qui n'est pas naturel. De la même manière, quand on tourne à 25, 30, 35, 40 images secondes, on a un plus grand nombre d'images à la seconde qui sont offertes à notre œil, et donc le mouvement est ralenti. C'est ce qu'on appelle le ralenti, qui est très largement usé dans tous les effets cinématographiques du monde. Revenons au début du cinéma. Nous avons une caméra plantée qui filme ce qui se passe devant elle. À un certain moment, et sous l'influence du documentaire, il faut insister là-dessus, car très tôt, des opérateurs de prise de vue très aventureux se sont mis à parcourir le monde et à mettre des caméras un peu partout. Par exemple, à la portière d'un train. Quand on met une caméra à la portière d'un train et que le train avance, la caméra filme un paysage qui paraît être en mouvement, qui défile devant elle. C'est donc autre chose qu'une caméra fixe qui enregistre un mouvement. La caméra elle-même bouge. De la même manière, on s'est rendu compte assez vite que cette caméra pouvait pivoter sur elle-même, à droite, à gauche, en haut, en bas, et par conséquent décrire ce qu'on appelle des panoramiques. Les deux mouvements essentiels de l'histoire du cinéma, le panoramique et ce que nous appelons en français le travelling, c'est-à-dire la caméra étant elle-même en mouvement,
qui est un mot anglais, mais en anglais on dit dolly, on ne dit pas travelling. Ces deux mouvements ont été inventés par le cinéma documentaire, très tôt, dans les premières années, et vont être très largement utilisés, et le sont encore, dans l'histoire du cinéma. Que se passe-t-il quand les opérateurs et les metteurs en scène de fiction voient ces images qui viennent du reportage ? Et des images qui sont souvent filmées en Afrique, en Inde. Nous avons dès 1903-1904 un très grand nombre d'images venant de l'ensemble du monde. Ils se disent, mais nous pourrions peut-être adapter ces techniques au tournage en studio, c'est-à-dire au tournage d'œuvres de fiction. Et on voit qu'à partir de 1907-1908, la caméra commence elle-même à bouger. Cette caméra qui était fixe commence à avancer, c'est-à-dire qu'on met le pied de la caméra sur des rails, et des gens poussent la caméra pour qu'elle avance vers les personnages qu'elle filme. C'est le début du langage cinématographique. Car la caméra, cessant d'être immobile, commence à participer elle-même à l'action. Elle devient un personnage. Arrivée à la hauteur de ces personnages, elle peut, ayant utilisé ce que l'on appelle en français le travelling, c'est-à-dire la caméra elle-même qui bouge, elle peut très bien pivoter, par exemple, sur la droite, utilisant ce que nous appelons le panoramique, et découvrir uniquement les personnages qui sont à droite de notre vision, quand nous regardions la scène en général. À ce moment-là, elle élimine les personnages qui sont du côté gauche et ne filme que ceux qui sont du côté droit. Si maintenant elle veut passer du côté gauche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.